La deuxième piste de solution que je veux mettre de l'avant, puis évidemment, c'est pour lancer la discussion. Vous pouvez être critique, vous pouvez ne pas être convaincu. En fait, j'espère que vous n'êtes pas convaincu. Ça, il y aura un bon débat. Pour la deuxième piste de solution, je dois aussi faire un petit détour. En regardant la société, je mets de côté la question générationnelle. Si on regarde la société, et puis je reviens à ce que je disais tantôt à propos de Robinson, comme quoi c'est en coopérant qu'on atteint un niveau de vie satisfaisant. En fait, on peut voir la société comme un gros système complexe de coopération sociale qui nous permet à tous d'obtenir un niveau de vie satisfaisant, notamment un certain confort matériel. Seul sur votre île, pensez à des objets tout à fait banals, un stylo ou vos souliers. Seul sur votre île, vous ne seriez même pas capable de vous fabriquer un stylo ou des souliers. Avec notre système de coopération très complexe qui est la société, on a accès à des connaissances médicales, scientifiques, à des technologies informatiques, des technologies de communication assez impressionnantes. Et tout ça grâce à un effort collectif. Bon, bien que ce soit un effort collectif, je ne suis pas en train de dire que dans ce cas-là, on doit tout diviser également. Je mets de côté la question de la répartition. Mais dans cet effort collectif, dans cette coopération sociale, ce qu'on produit, ce n'est pas seulement des richesses matérielles. On produit aussi des ressources immatérielles, des ressources symboliques, des ressources culturelles, qui, elles aussi, nous permettent d'avoir une certaine qualité de vie, qui nous permettent d'avoir un niveau de vie, qui nous permettent d'être épanouis, en quelque sorte. La collectivité met à notre disposition des récits culturels, une langue, qui nous donnent des points de repère identitaires, qui nous aident à mieux comprendre qui on est, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, etc. Et la collectivité aussi met à notre disposition des œuvres artistiques, par exemple, qui elles aussi nous permettent d'avoir une plus grande qualité de vie. Autrement dit, pour prendre la fable de La Fontaine, de la cigale et la fourmi, oui, bien sûr, la fourmi fait sa part, c'est clair, mais la cigale aussi fait une contribution. Une contribution qui n'est pas moins importante. Cependant, c'est une contribution qui est moins tangible, qui est immatérielle, une contribution artistique. Alors, oui, bien sûr, la contribution à l'entreprise coopérative du technicien comptable ou de l'entrepreneur est très grande, je ne dis pas le contraire. Tout comme la contribution de la mère au foyer ou de l'artiste, ou, je l'espère, du philosophe. Et en mettant l'accent sur ces contributions immatérielles, on peut voir aussi un deuxième sens dans lequel on est relié aux générations futures, même éloignées. Alors, ce que je propose, c'est un peu abstrait, mais bon. Ce que je propose, c'est de voir les générations futures comme nous offrant quelque chose de très important, de fondamental, qui est un horizon de sens. On a plusieurs intérêts, entre autres pour les choses matérielles, pour le confort matériel, oui, c'est vrai. Mais on a aussi des intérêts supérieurs, des intérêts qui dépassent le cadre de notre simple existence individuelle, qui dépassent la simple jouissance immédiate. Il y a des intérêts qui s'inscrivent dans la durée. Je me prends un exemple. Je travaille en philo. Je considère qu'une grande partie de la valeur de ce que je fais, de la valeur à mes yeux de ce que je fais, repose sur la tradition de pensée critique dans laquelle je m'inscris. Mon travail s'inscrit dans une tradition de pensée critique qui est vieille de plus de 2000 ans, qui va continuer aussi longtemps après ma mort. Et ça donne une grande signification à ce que je fais. De la même façon que l'écrivain, par exemple, qui espère écrire un grand roman, espère bien sûr avoir une reconnaissance sociale de son vivant, espère écrire une œuvre qui sera marquante pour ses contemporains, mais espère aussi peut-être que son œuvre sera marquante pour la postérité. Je pourrais prendre aussi le chercheur en médecine qui travaille à l'élaboration d'un nouveau traitement, d'un nouveau remède pour une maladie grave, pour lutter contre une maladie grave. Encore une fois, évidemment, il espère probablement trouver le traitement de son vivant, il n'y a pas de doute. Mais si jamais le traitement n'est pas trouvé de son vivant, seulement longtemps après sa mort,
mais que sa contribution aura été importante dans la découverte du traitement, sa recherche aura quand même eu une signification à ses yeux, même si c'est la postérité qui a repris le flambeau. Alors pour tous nos intérêts d'ordre supérieur, qu'on pourrait appeler, on dépend en partie des générations futures, parce qu'elles nous donnent cet horizon de sens qui permettent à nos intérêts, disons, d'avoir une plus grande valeur, avoir un certain sens. Et je ne suis pas en train de dire qu'on a l'obligation d'avoir ce type d'intérêt supérieur ou que tout le monde a ce type d'intérêt, mais je crois que ce n'est pas trop controversé que de dire que la plupart des gens ont ce type d'intérêt d'ordre supérieur, et peut-être inconsciemment, qui dépendent de la postérité pour la continuité de ces grands projets de vie, par exemple. Puis pour appuyer cette idée, on peut imaginer un petit scénario, une petite expérience de pensée un peu glauque, un peu apocalyptique. Imaginez que je vous donne une boule de cristal et vous savez, avec certitude, que 30 jours après votre mort, une mort sans souffrance, 30 jours après votre mort, l'humanité va disparaître. Sans souffrance, encore une fois. Est-ce que ça vous laisserait indifférent? J'en doute. Il me semble que pour la plupart d'entre nous, ça affecterait grandement la signification qu'on donne à certains de nos grands projets de vie. Les activités qui nous stimulent, qui ont un sens pour nous, deviendraient sûrement un peu plus fades du jour au lendemain. Alors voilà, c'était les deux pistes de solutions que je voulais mettre de l'avant pour résoudre le problème de la non-réciprocité, pour montrer que ce ne sont pas seulement les générations futures qui dépendent de nous. Nous aussi, on dépend d'elles. Et comme la dépendance est mutuelle, on est dans une certaine relation de réciprocité avec ces générations futures, même éloignées. Et il me semble que c'est sur la base de cette réciprocité qu'on peut commencer à réfléchir à nos obligations envers ces générations futures. Alors voilà, maintenant, je me tais pour laisser place à la discussion. Merci.